Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale livre à mettre sous le sapin. Je vais vous parler d'à peu près 8 titres, non, de 8 titres, hein, je les ai sous les yeux là, c'est quand même un petit peu couillon de dire ça. 8 titres de la jeunesse, de la BD, du comics, et pour à peu près toutes les bourses, même si bon, il y a un prix qui reste grosso modo le même. Et on commence tout de suite avec une BD pour petits et grands qui est sortie chez Glénat. Les trésors de Picsou. Alors, qu'est-ce que ça raconte, les trésors de Picsou? Pas vraiment grand-chose en soi, vu que c'est une anthologie. Une anthologie avec des titres de Karl Barks, avec des épisodes de Karl Barks, des épisodes de Romano Scarpa, des épisodes de Tony Strobel, de Daniel Branca et de Giorgio Cavazzo. Le gros attrait, ce que vous voulez de ce titre, c'est qu'on va, sur une petite dizaine d'épisodes, brosser à peu près toute la vie éditoriale de Picsou, de sa première apparition en 47 jusqu'à une de ses dernières BD, enfin en tout cas une BD récente qui date de 2007, pour les 60 ans du personnage. BD vraiment très intéressante, notamment pour les épisodes de Karl Barks, Karl Barks qui a grandement été une source d'inspiration pour Don Rosa, pour l'excellente jeunesse de Picsou qui ressort au mois de janvier chez Glénat. Et là, on le voit. Il y a déjà sa première apparition dans un épisode de Donald, donc de 47 avec Noël sur le mont Ours, où Donald se voit mis au défi par Picsou de rester dans un chalet où tout est présent, tout est là pour que ça fonctionne. Pour Noël, pour Donald et les trois neveux, mais il veut tester son courage et un ours va apparaître. Épisode plutôt comique qui montre déjà le talent de Karl Barks. Ça n'a pas bougé, ça a 60 ans, ça a 80 ans même, quasiment, et ça reste d'une efficacité folle, que ce soit le trait, la narration, c'est intemporel. Et ça, Karl Barks le montre encore plus avec des épisodes qui se passent aussi bien au château Max Scrooge, Mac Picsou, ou au Klondike, qui sera la base de la jeunesse de Picsou de Don Rosa. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Peut-être un petit peu plus dubitatif sur les épisodes de Romano Scarpa, mais c'est très bien malgré tout de les avoir mis pour voir quelle est la différence entre l'école italienne, l'école américaine, entre le maître et le créateur, Karl Barks, je vous l'ai dit, et l'école italienne qui, grâce à Topolino, l'équivalent du journal de Mickey français, va vraiment avoir une production pléthorique sur les canards, mais pas que, on y reviendra un petit peu après. Donc vraiment très cool. Qui plus est, un format cartonné avec un signé et surtout une part éditoriale vraiment intéressante qui permet de recontextualiser l'épisode, qui permet d'avoir des informations aussi bien sur la création, sur la jeunesse de l'épisode. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et puis, c'est à 19 €. Alors, c'est un numéro 1. Donc il y en a d'autres qui vont arriver. Il y en a un sur Donald en janvier qui arrive. Le 2 sur Picsou arrive en janvier aussi. Mais franchement, allez-y, pour les petits, pour les plus grands, ça vaut vraiment le coup. C'est des histoires qui se picorent, qui sont vraiment très fun. Et puis qui, même si ça raconte pas grand-chose, ça tisse un petit fil rouge, à savoir la personnalité de Picsou et l'apport que peut avoir Donald sur cette personnalité. C'est vraiment très bien. Je me suis régalé à les lire, j'ai même eu le sourire, la banane, et il est sûr que ça plaira aux plus grands comme aux plus petits. Un petit peu plus compliqué par contre, c'est le même format avec les âges d'or de Mickey où les 2 premiers épisodes, ça date des années 30 et ça date surtout d'une époque où, ce qui est dit à cette époque-là ne passerait plus du tout maintenant, hein. Alors c'est encore très bien pour le côté patrimonial, mais je le conseillerais beaucoup moins pour des enfants. Peut-être plus pour des adultes qui veulent avoir un travail encyclopédique sans avoir une encyclopédie, une anthologie encyclopédique sur le personnage de Mickey. Parce que, ouais, les 2 premiers épisodes sont vraiment très compliqués. Déjà, ce sont des compilations de strips. Les strips, vous savez, ces petites bandes qu'on avait dans les journaux et qui apparaissaient de façon hebdomadaire, quotidienne, bref, peu importe, en fonction des journaux. Si le premier épisode vaut
pour sa mise en abîme, mais la modernisation par Gottfredson, j'arrive jamais à prononcer son nom, hein, excusez-moi, Floyd Gottfredson, voilà, ce sera mieux avec en le lisant. Donc ça vaut le coup pour l'amélioration du personnage de Mickey, et c'est ce qui sera brossé tout au long de cette BD, qui comporte elle aussi 8 épisodes. C'est l'évolution stylistique du personnage de Mickey. Pour la narration, on est sur quelque chose de plus compliqué, sur le cœur de l'histoire avec Mickey Mouse et Robinson Crusoe, vu que, bah, années 30, personnage afro-américain. Je vous laisse deviner où ça va, ou je vous le fais. Ouais, on va vous le faire. Pour faire simple, Vendredi qui est rencontré par Robinson et Mickey est un feignant notoire, la caricature, vraiment caricature malsaine qu'on pouvait avoir dans les années 30 des personnages afro-américains, feignants, mais ses congénères sont cannibales, polygames et pas très intelligents non plus. Et même moi qui peux avoir un certain recul en disant bon, ça date d'une autre époque, là j'ai soufflé du nez très 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 fort sur ce premier épisode. Le deuxième épisode, pareil, adapté de Strip, c'est moins compliqué au-delà d'une phrase un petit peu problématique, hein. Mickey se retrouve projeté dans le futur et il rencontre des robots et une androïde, un robot féminin, et Mickey fait ah, elle est très astucieuse ce robot, surtout pour une femme, hein. Sérieusement, voilà. Au-delà de ça, bah, on a des épisodes plutôt fun qui arrivent par la suite. Notamment des épisodes par Paul Murray et par Romano Scappa. Encore, hein, je vous l'ai dit, Romano Scappa sur l'école italienne, c'est l'équivalent de Karl Barks. C'est vraiment le top du top. Donc voilà, les années 50 et 60 vont apporter du mieux sur Mickey, mais les années 30, c'est vraiment très compliqué. Donc ce Mickey, qui lui est aussi à 19 €, vaut beaucoup plus pour les fans de Mickey, pour les fans de cette BD, de la façon dont on faisait des BD à l'époque et dans la façon dont Disney les agençait, et à quel point ils se sont emparés de Topolino, hein, parce que Topolino faisait les trucs un peu en zoom vis-à-vis de Disney, jusqu'à ce que Disney dise non, stop, voilà, on va faire un modèle unique, enfin voilà. Vous aurez toutes les infos dans ces deux bouquins qui, encore une fois, lui vaut plus pour sa part historique que pour les histoires en elles-mêmes. Toujours chez Glénat, une BD jeunesse destinée aux préados, qui m'a énormément plu, de Juliette Fournier et Jean-Gaël Deschartres, pardon, les Semideus. Alors, les deux sont sortis à peu près à un an d'écart. Le tome 3 sort en janvier. Ah, je crois que j'ai tapé dans le micro. Le tome 3 sort en janvier. Et bah, c'est très, très sympa. On a des adolescents qui ont des pouvoirs à moitié divins. C'est Mideus, de milieu, hein, je pense que vous avez fait le rapprochement. Et une reine dans un monde qui serait un mélange de la Grèce antique et de l'Europe médiévale, veut utiliser ces personnages à pouvoir pour en faire une armée et avoir un ascendant sur ses voisins. Et bah, on est à mi-chemin entre du X-Men, de la mythologie grecque et des complots, parce qu'il y a malgré tout des complots politiques qui vont se passer. Et c'est vraiment super beau, hein. Je vais vous montrer quelques planches. Voilà, là c'est sur le tome 2. C'est vraiment très, très beau. On est pris, on a envie de suivre ce personnage polymorphe et ses amis et la façon dont ça va se suivre. Le tome 3, je vous l'ai dit, sort en janvier, mais c'est vraiment, si vous avez des enfants qui s'intéressent à la mythologie, qui veulent un monde un peu merveilleux, un petit peu mythologique, qui veulent du super-héros, mais qui sont peut-être encore un petit peu trop jeunes pour se lancer pleinement sur du super-héros, c'est vraiment très, très bon. Le duo, qui est un couple à la ville, il me semble, fait du très bon boulot, et puis bah c'est prenant pour que même un adulte. Alors, je vous vois venir dans les commentaires, oui, un adulte, mais qui peut être un petit peu couillon par moment. Et vous auriez pas tout à fait tort. Mais pour un adulte, ça marche très très bien. C'est 2 tomes à 12 € l'un.
et franchement, vous aurez 2 belles BD, à vous mettre sous la dent pour les plus jeunes. On change d'éditeur et ça, c'est plus pour les adultes. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne de Jules et Nico, sur la chaîne de Deviantprod. J'en ai parlé partout où je pouvais parce que, bah, il y a mon coup de cœur qui est forcément à mettre sous le sapin. Alors c'est 5 tomes, plus un préquel qui sont les carnets de Samford Ockmore que j'ai pas sous la main là, que je suis seulement en train de lire, donc ça va être compliqué d'en parler. Mais on suit le personnage d'Archibald Lobrock, qui est un blaireau, qui est un détective privé qui est à mi-chemin entre James Bond, Hercule Poirot et Schwarzenegger, hein, grosso modo, qui est une force de la nature, mais qui est un fin limier. Et on va le suivre à travers des enquêtes dans une uchronie où la France, Napoléon ne s'est pas fait arrêter à Waterloo. Il a conquis tout le monde connu, sauf une petite île qui résiste encore et toujours à l'envahisseur au point d'avoir son indépendance. Hein. C'est la perfide, alors la perfide Albion de notre côté, peut-être un petit peu moins du côté anglais, mais voilà, et qui va avoir maille à partir avec aussi bien l'empire français, l'empire de Granville, exactement. Et Brian Talbot, à travers ses récits, nous montre tout l'amour qu'il peut avoir pour la culture française. Sur tous les tomes, c'est disséminé. Là, le premier, il y a une histoire avec une, une actrice qui fait fortement penser à Sarah Bernard. On a Bécassine qui apparaît. On a énormément de références à la culture française. Et il y en a tellement que bah, elles peuvent nous échapper et Delirium fait très bien le travail en faisant un petit état des lieux de toutes les références qu'il peut y avoir et celles qui peuvent nous avoir échappé, elles nous sont expliquées. Aussi bien d'un point de vue historique que d'un point de vue culturel, l'apport que ça a pu y avoir et c'est franchement très très cool. Et je conseille vraiment, en plus, je l'ai assez dit, Delirium, c'est un éditeur qui fait super bien le taf. C'est les qualités d'édition sont là et puis voilà. Brian Talbot est un maître de la narration. Alors beaucoup diront oui, la colorisation, les dessins, ça peut être un peu daté, surtout les premières planches qui, moi, m'en ont mis plein les yeux, mais cette colorisation très années 2000 et presque numérique peut en laisser quelques-uns sur le carreau. Moi, j'aime beaucoup. Je suis pris par l'univers, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et puis, bah, en plus, le tome 2, c'est Granville Noël. Qu'est-ce que vous attendez pour le mettre sous le sapin? Non, franchement, allez-y. C'est vraiment un cadeau qui marchera à tous les coups pour les lecteurs qui n'ont pas de soucis avec des personnages anthropomorphiques, qui se disent, bah oui, pourquoi pas, ça marche. Et surtout, qui aiment les enquêtes policières, les intrigues, et puis les récits à rebondissement, avec une narration soignée et un souci des détails culturels. Non, franchement, c'est top de chez top. On change totalement de registre et on part chez Comics Initiative. On en avait déjà parlé dans un d'encre et de bulles, c'est Hadas qui en avait parlé. C'est Abyss. Abyss qui est une BD de Snow, donc un français dont le tome 2 se fait attendre, mais Michael Jérôme confirme qu'il va arriver. Et on est sur un univers de dark fantasy un petit peu à la Dark Souls où la narration du coup, bah, elle fonctionne de la même façon. On sait pas trop pourquoi on est là, on sait pas trop où on va, mais on se laisse happer par les décors, on se laisse happer par le personnage et on découvre en même temps que le personnage ce qu'il en est. Et ce monde grandiose, grandiloquent, avec des décors qui sont tout à fait somptueux. Franchement, regardez-moi ça, c'est merveilleux. C'est vraiment une très belle plongée dans un monde médiéval fantastique, un poil horrifique et vide, car il y a très peu de personnages et du coup, ça va on va être tout autant intrigué que le personnage et le point de vue tout autant intrigué que le personnage principal, pardon. Et ce point de vue du personnage principal nous est directement imposé, vu que, tout comme elle, on ne sait rien de cet univers. Et franchement, bah, ça vaut carrément le coup d'y aller. Comics Initiative, pareil, nous a fait une belle édition avec cette jolie peau de pêche toute agréable. Et surtout, bah, ça se lit très très bien. Alors ça se lit peut-être un petit peu vite, mais on aura plaisir à le relire pour aller se plonger dans les décors, aller se plonger dans cette relation avec ce guide qui, est-ce qu'il est vraiment un guide? Est-ce qu'il est un antagoniste? On n'en sait rien vraiment à la fin du premier tome. Mais franchement, allez-y.
Abyss, 22 €. C'est peut-être un petit peu cher pour la pagination, mais encore une fois, Michael Jérôme, s'il justifie ses prix et de très belle façon, c'est totalement made in France, c'est imprimé en France et franchement, ça vaut carrément le coup. Dark Fantasy, toujours, et peut-être un énorme coup de cœur de cette fin d'année. C'est Deathbringer. Deathbringer d'Ismaël Legrand, qui est sa toute première BD et qui, en plus, ce monsieur a eu l'énorme chance de voir sa BD paraître quelques jours après ses 40 ans, donc ou quelques jours avant, je sais plus. Mais voilà, très très beau cadeau d'anniversaire, hein. On aimerait tous avoir quelque chose de ce genre. Qu'est-ce que ça raconte Deathbringer? Sans trop vous spoiler, parce que ça va être compliqué. On est dans un monde de dark fantasy occulte, poisseuse et sale. On a deux groupes qui s'affrontent avec des sorcières ou considérées comme telles et grosso modo, des soldats de l'Inquisition qui veulent prêcher la bonne parole et qui ne veulent surtout pas avoir une parole contraire à la leur. Et du coup, de cette lutte, où une des sorcières est récupérée par l'Église pour servir à leur fin, vu qu'elle a le pouvoir de clairvoyance, elle a des pouvoirs de la sorcière, à travers ce personnage, on va comprendre que le monde n'est peut-être pas aussi noir ou blanc, quand bien même c'est une BD en noir et blanc. Ouais, non, je referai plus de blagues quand je suis tout seul, ça marche pas. Mais non, voilà, le monde n'est pas si noir ou blanc. Enfin, alors, il est quand même très très gris foncé, hein, pour le coup, parce qu'il y a pas beaucoup d'espoir et de belles choses qui se dégagent. Mais on se plaît à suivre les personnages qui peuvent être ça peut être un petit peu confus au départ, un petit peu foutraque, mais c'est normal, c'est pour nous plonger dans l'univers. Il y a quelques personnages qui apparaissent au début, qui réapparaîtront bien plus tard, mais c'est un tour de force pour une première BD, c'est vraiment incroyable. Alors sachant qu'Ismaël Legrand, en plus, alors il a fait de l'animation, il a fait de la pub, mais c'est vraiment sa première création pure avec une narration. Et, euh, et ça emprunte complètement aux comics. Enfin, quand vous voyez les planches, ça a rien envié à déjà sur les effets d'ombrage à la fois du Frank Miller et à la fois du Joe Quesada. Et bordel, c'est vraiment très très beau. Et on a cette histoire de chevalier, de sorcière, voilà, mélangez un petit peu Berserk, Dark Souls, Conan, Hellraiser. Vous mélangez un petit peu le tout, vous secouez, et ça vous donne cette BD hybride, mais vraiment prenante, qui est Deathbringer. Et pareil, Delcourt a fait les choses en grand pour cette première BD. Ils y croient énormément et ils ont raison d'y croire parce qu'il faut y aller. 25 € pour 200 pages à peu près. J'ai plus la pagination en tête, mais qui fait. Enfin, c'est un énorme kiff. C'est pour ceux qui aiment les jeux les RPG européens avec cette dimension mythologique, mystique, occulte. Vous allez retrouver de ça. Vous allez retrouver un petit peu comme dans du Diablo ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment vraiment quelque chose à lire si vous aimez la dark fantasy, si vous aimez ce qui est un peu poisseux. Alors, c'est pas la lecture joyeuse qui va vous apporter du fun dans votre vie, hein, loin de là. Mais bordel, qu'est-ce que c'était bien. Et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'en parler avec le copain Hadas dans un Savage Hill des Bulles pour pouvoir voir ce qu'il en est, parce que c'est un énorme coup de cœur. Et voilà, rien qu'en feuilletant en librairie, quand vous allez voir les premières planches, si vous adhérez au style, vous allez y aller tout de suite tellement c'est merveilleux. Pour rester dans ce qui est un petit peu occulte, alors là, on est sur un budget qui est un petit peu moins à la portée des bourses de tout le monde, mais qui est un projet de très longue haleine d'un maître des comics, à savoir Alan Moore, avec son mentor et ami décédé pendant la réalisation de l'ouvrage. C'est La Lune et le Serpent, comme vous ne le voyez pas très bien ici. Le grand livre de la magie, donc d'Alan Moore, de Steve Moore, de Kevin O'Neill et d'une foultitude d'artistes. C'est un bouquin à réserver aux amateurs de la magie, du chamanisme, mais pas de façon un petit peu conte de fées féerique. C'est Alan Moore qui se déclare lui-même être un magicien, un sorcier depuis les années 90, qui côtoie un petit peu les milieux alternatifs, New Age du genre, se met avec ce livre
à nous faire un ouvrage qui se veut à la fois être de la BD, du roman graphique et de l'encyclopédie. Et c'est incroyable. Alors par contre, de la BD, vous en avez, mais de façons éparses, parce que c'est surtout du texte, beaucoup de textes, beaucoup de documents, de récits qu'il écrit lui-même avec ça, avec toute la prose, tout le verbe qu'on lui connaît, et des illustrations qui viennent de plusieurs personnages. Va y avoir des choses plutôt sérieuses comme les grands noms de la magie, les grands noms de la sorcellerie de l'histoire, que ce soit de l'Antiquité à nos jours, avec des parallèles avec les grands monuments de la religion, comme les rois mages par exemple. Qui étaient ces rois mages et quelle importance avaient-ils au niveau de la magie? On va avoir des choses un petit peu plus humoristiques, on va avoir ces pages documentaires, mais vous y retrouverez assez facilement vu que les codes couleurs de pages nous permettent de savoir si c'est du récit de la BD ou du documentaire. On est quand même sur un énorme bébé de plus de 300 pages. Je vous le disais, alors les pages de BD sont là, mais elles sont vraiment maigres. On a aussi ces monuments, ces pages documentaires avec des superbes illustrations qui reviennent sur des mythes de grands noms de la sorcellerie de l'histoire. Là, il y a Yesod, Malkuth, on peut voir aussi Netzach, Thoth, enfin énormément de monde, d'as forcément pour les plus amateurs de mysticisme, vous l'aurez. Et voilà, non, c'est un récit à grappiller, hein, on va pas le lire d'une traite, c'est très dense, mais par contre c'est un très très bel objet livre que j'ai pas vu beaucoup passer chez les copains amateurs de comics et de BD sur YouTube, mais qui vaut vraiment le coup d'être lu. Et ça se picore, c'est vraiment, on en prend un petit peu par-ci par-là, on en lit, on se laisse porter par le talent indéniable d'écriture d'Alan Moore. Et c'est très 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 bien. Il y a l'explication du tarot, le comment tirer les cartes et comment les interpréter. Enfin, il y a énormément de choses, et c'est vraiment un tour de force que de faire un livre utile, pardon, un livre plutôt récréatif, plutôt divertissant, encyclopédique, qui se veut être un peu comme les grimoires que l'on peut voir. Alors si vous avez vu Charmed, vous verrez le livre des ombres par exemple, on n'en est pas très très loin, sauf qu'il n'y a pas de formule à réciter en vers et avec de frangins ou de frangines, hein, on en est loin, mais on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Mais on est vraiment sur ce genre de grimoire qu'il faut garder et que les amateurs de mysticisme vont adorer. Je le disais, un petit peu cher, 49,95 €, mais vu le format, vu le pavé, ça vaut vraiment le coup, surtout si vous avez des amateurs du genre dans votre entourage. Ce sera un cadeau qui fera forcément mouche. Avant-dernier titre de cette sélection, donc le Superman Héros pour tous dans cette collection Treasury Edition de chez Urban, qui nous est narré par Dan Jurgens, un habitué de Superman, Bruno Redondo, qu'on a vu sur Nightwing de Tom Taylor, qui n'était pas très bien, mais qui était très beau. Et puis, il y a du Dan Jurgens qui vient prêter main forte au dessin, et du Brett Breedings avec Caio Felipe à l'ancrage et aux couleurs, Adriano Lucas, donc pareil, quelqu'un assez connu dans le monde du comics pour la couleur. Qu'est-ce que ça raconte? Superman voit donc une menace arriver à Metropolis. Il demande à ses parents d'emmener John, qui est un tout petit John encore, qui n'a pas grandi. Coucou Bendis, hein, c'est l'erreur que tu as fait enfin, une des nombreuses erreurs que tu as fait chez DC, n'est-ce pas? Donc voilà, Bendis qui nous a fait grandir John Kent et qui fait que Super Sons ne pourra plus exister dans la forme actuelle. Bref, vous connaissez la musique. Voilà, Superman donc demande à ses parents d'emmener John loin de Metropolis pendant qu'il s'occupe de la menace, et il va se faire capturer. Et du coup, Metropolis tombe un peu pas en disgrâce, mais tombe sous le joug de cet envahisseur. Et on va avoir une histoire poignante, touchante en 80 pages, hein, qui marche très très bien,
qui va nous permettre de refaire un lien avec l'histoire du personnage depuis Crisis on Infinite Earths de 85, et qui permet d'avoir aussi bien un récit qui se tient que de retracer un peu les origines par quelques pages, alors qu'il les trace de façon assez sommaire, mais qui permet à un lecteur qui n'est pas aficionados de Superman de s'y retrouver quand même, et potentiellement de pouvoir avoir envie d'aller lire ces récits, la mort de Superman, son mariage, enfin toute la période d'Anne Jurgens, forcément, hein, mais aussi des choses un petit peu plus récentes, la naissance de John Kent, la fin des New 52, et ce récit Requiem pour ceux qui connaissent. Et franchement, ça marche très 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 bien. On voit un petit peu tous les personnages de la Justice League, c'est fun, c'est frais, c'est un récit de Superman qui est plein d'espoir et qui permet d'avoir une galerie de vilains qui est assez connue et qui permettra aux lecteurs néophytes de se raccrocher à ce récit, parce qu'il aura quand même, de par les films, de par les différentes séries, des points d'accroche, des rattaches qui sont plutôt cool. Superman, s'il est absent, il va y avoir aussi un jeu de double réalité, sans trop en dire, qui est plutôt bienvenu, qui va, à un moment donné, tu fais, hein, il y a quelque chose qui va pas là dans le récit, mais qui est expliqué qui marche très très bien, c'est fluide, c'est bien raconté. Il y en a eu 3 des Treasury. Il y a eu celui-ci qui est sorti, il y a eu Paix sur Terre de Paul Dini et d'Alex Ross, et il y a eu DC Weird Tales, qui est des récits de l'âge d'argent, donc les années 50 grosso modo, des comics, où le Comics Code Authority était là. Et là, je vous renvoie à l'épisode d'Encre et de Bulle où Arnaud Kikou en parlait. Mais là, voilà, vous avez quelque chose de plus abordable pour le grand public, un public plus jeune qui est peut-être un petit peu moins rodé à une narration plus ancienne. Là, il va se plaire avec ce récit. En plus, ça sort pas trop mal, hein, vu que le Blu-ray du film Superman est sorti en même temps que, vous le voyez juste ici, le coffret Blu-ray de Superman des frères Fleischer. Donc voilà, vous voulez faire un cadeau Superman et vous savez pas trop quoi prendre, quelqu'un qui connaît mal le personnage, vous pouvez lui offrir ça. Les dessins animés des années 40 qui marchent encore très très bien et qui ont été une source d'inspiration folle pour Bruce Timm et Paul Dini, du coup, pour la série animée Batman de 92, et puis le Blu-ray Superman dans la foulée. Donc vraiment un petit chouchou, un petit bonbon qui se lit bien, 80 pages, ça fera vraiment vraiment plaisir. Et enfin, et ils sont un petit peu trop loin pour que je les attrape, j'ai mal préparé mon coup sur ce coup-là, mais qui va faire énormément plaisir à Isoka, c'est pour les amateurs d'irrévérencieux, de fun, de délire complètement assumé. Scotty Young au scénario, au dessin au début, puis aidé par Brad Beans, si je dis pas de bêtises. I Hate Fairyland, qui a 2 intégrales sorties à ce jour, qui nous permettent de montrer pourquoi Gertrude est un personnage si attachant pour ceux qui l'ont rencontré. Gertrude, c'est cet enfant de 5 ans qui tombe dans l'univers des contes de fées, et qui est un peu une bras cassée, parce qu'on en sort facilement de cet univers de contes de fées, on a une quête à accomplir, et voilà, on en sort grandi. Elle y reste coincée 30 ans. Et ça devient une psychopathe finie, mais qui ne peut pas jurer, alors qu'elle a qu'une envie, c'est de défourailler tout ce qui est possible, hein, Flutin. Bref, gros coup de cœur, lecture décomplexée qui fera marrer les préados, ados, adultes. Peut-être pas à mettre dans les mains des enfants, parce que c'est quand même assez violent pour le coup. On n'est pas loin de Fluide Glacial en termes de public, mais en plus déjanté, en moins sexualisé. Et c'est vraiment très très fun. Il y a la 3e intégrale qui sort en janvier, si je dis pas de bêtises, chez Urban, qui est la première intégrale de Fluff Fairyland, donc la 2e série. Et non, franchement, il y a énormément de bonnes choses, des attaques grinçantes à l'industrie des comics, de pas mal de petits clins d'œil à la pop culture en général, qui sont plutôt très très bien sentis. Et c'est fun, c'est frais, ça vaut le coup. Donc allez-y, c'est vraiment très très cool et ça fera forcément plaisir. En plus, les éditions, alors désolé, je vais disparaître, mais vous allez avoir la magie du montage.
où les choses continueront de... Vous aurez des pages qui apparaîtront à l'écran pendant que je vais chercher les bouquins. Mais voilà, les éditions des intégrales dans ces superbes couleurs rose bonbon qui déplairaient fortement à notre psychopathe en furie aux cheveux verts qui est Gertrude, mais qui marche vraiment du feu de Dieu. On est à 35 € le tome, mais qui regroupe 2 tomes simples de l'époque, et c'est vraiment très 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 fun. Il y a tous les personnages sont succulents, truculents. Vous allez avoir la banane. C'est vraiment la lecture doudou, décomplexée et qu'on se plaira à lire et à relire. Donc 2 bouquins. Là, on est sur un budget un petit peu plus conséquent si vous voulez faire les deux, mais 70 € pour faire marrer toute la famille, ça marche très très bien et ce sera un très beau cadeau aussi à mettre sous le sapin. Bah, c'est tout pour cette vidéo qui était prévue, mais qui aura une petite semaine de retard. N'hésitez pas à me dire quels sont les cadeaux que vous metteriez sous le sapin, auxquels j'ai pas forcément pensé. J'ai essayé de pas mettre des omnibus, hein, que ce soit un petit peu accessible aux bourses de tout le monde, même si, bah voilà, on a 2 Urban à 35 €, on a un Delcourt à 50. Mais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit accessible à toutes les bourses. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, dans la partie commentaires à me dire les livres que vous verriez sous le sapin. Et puis bah, si vous êtes de passage et que vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis bah, on se retrouve un vendredi pour d'encre de bulle. Alors il y aura pas d'émission ce vendredi pour cause de First Print Awards. Voilà, mais on se retrouvera le 12 décembre et le 19 pour vous présenter un nouveau venu dans l'équipe et qui sera la dernière de l'année avant de revenir joyeusement autour du 2 janvier, du 3 janvier. On soignera notre gueule de bois avec vous, hein, ce sera bien aussi, et puis voilà, ça va bien se passer. En attendant, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à très vite, ciao ciao.